En 2016, il y a déjà eu un gros hard fork. C'était le fork c'était le fork de ETH, justement. C'était le précédent de Ethereum qui s'est transformé en Ethereum classique, ou plutôt l'inverse. Ethereum classique s'est transformé en Ethereum. Donc la vraie chaîne Ethereum, à la base, c'était Ethereum classique, qui après a bifurqué avec un hard fork qui est devenu Ethereum. Donc ça, c'est vieux, on s'en fiche, c'est 2016. 2017, il y en a eu un autre, hard fork, BTC et le Bitcoin Cash. Donc là, pareil, hard fork, mise à jour, deux blockchains se continuent à vivre l'une avec l'autre, de manière séparée, différente, et donc deux Bitcoin qui se séparent en deux blockchains. Donc un fork, c'est une fourchette, c'est que vous avez une chaîne qui se transforme en deux chaînes. Regardons ensemble qui et comment veulent-ils faire ça. Et là, je vois dans le chat, Madrafect 2RC20 avec le merge fait flipper. Ouais, je suis d'accord avec toi et on va en parler justement de moi. En tout cas, je vous donnerai un avis à la fin de comment s'y protéger parce que c'est très chaud ce qui arrive. Hein. On se rend pas compte, mais c'est loin d'être anecdotique. Donc là, je vous montre une personne qui s'appelle Chandler Guo. C'est le fondateur de Bitcoin God. God, hein, pas Gold, c'est différent. Donc lui, en fait, c'est quoi? Alors c'est un Chinois, mais de ce que j'ai compris, maintenant il est en Californie aux États-Unis, parce que en fait, le minage en Chine est interdit. Qui en fait, il a une grosse puissance de calcul de minage. Et en fait, lui, son business, c'est les forks. C'est-à-dire que à chaque fois que dans le passé qu'il y a eu un fork, il était là et il a généré de la monnaie parce que lui, son travail, c'est le mining. Lui, il mine. Okay, c'est un mineur avec le vrai matériel en GPU et aussi en ASIC. Voilà. Donc lui, il dirige l'une des plus grandes mines de Bitcoin en Chine. Alors, c'est peut-être plus en Chine, il les a certainement, probablement, j'imagine, déménagés. Bitbank. Okay, et c'est un investisseur providentiel dans les startups Bitcoin, Ethereum classique. Vous voyez le truc, Ethereum classique. Donc déjà à l'époque, il avait déjà commencé à, entre guillemets, foutre le bordel là-dedans. Parce que c'est ça au final. Hein. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il a? Vu qu'il a toutes les machines, lui, qu'est-ce qu'il veut? Et il s'en fout du nouveau ETH. Parce que lui, il n'a pas forcément beaucoup de jetons. Parce qu'en fait, notez bien que quand on passe d'un ETH POW, qui lui est stable, qui fonctionne bien, et qui a prouvé son truc, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il a des machines. Il a toutes les machines, et il veut continuer à miner pour gagner de l'argent. Donc c'est pour des raisons financières. Je doute, même s'il le dit, je doute que ça soit pour le bien-être de la communauté de la décentralisation. Peut-être, hein. Mais à titre personnel, là j'ai mis un jugement, j'en doute. En tout cas, lui, il a l'une des plus grosses puissances de calcul, il veut continuer à miner. Il l'a dit, je vous montre le tweet, Chandler Guo, c'est toujours lui. Il a dit, j'ai forqué Ethereum une fois, je le forquerai une deuxième fois. Donc en fait, quand je vous parlais juste avant de Ethereum classique, mais en fait c'est déjà lui qui était à l'origine du premier fork, du premier hard fork. Et il dit, j'ai forqué une fois, je vais forquer deux fois. Ok. Donc en fait, voilà la réalité, c'est que les gros, donc là je parle au pluriel, hein, je dis les gros mineurs veulent continuer à miner, mais lui c'est l'un des plus gros, donc lui il le dit et il appuie là où ça fait mal, mais derrière lui j'imagine qu'il y a une armée de mineurs, puisqu'il gère aussi, c'est des pools de mining, et c'est les plus grosses pools qui reçoivent les rewards. Donc lui, forcément, il veut continuer. Il l'a dit, il l'a fait une fois, il le fera deux fois. Donc d'ailleurs, il faut que je le follow. Voilà, c'est fait. Donc, il a forqué Ethereum une fois, il le fera une deuxième fois. Il l'a dit, il l'a écrit. En plus de ça, donc si les mineurs veulent continuer à miner, et rappelez-vous, la deuxième condition, il faut que les exchanges listent le jeton pour pouvoir avoir des jetons qui s'échangent et tout. Du coup, le truc, c'est que on a Justin Sun, donc lui aussi, alors lui, c'est un monsieur, et là je fais pas du jugement de valeur, je vous dis juste qu'il a une réputation sulfureuse avec les crypto-monnaies et la blockchain. Donc lui, Justin Sun, il a des milliards, il a un protocole il a une blockchain qui s'appelle TRX, le Tron, et c'est lui qui est à l'origine de Tron et du stablecoin USDD. Qui est aussi valorisé pour presque $1 milliard, etc. Il a de la monnaie et il a de la puissance.
Le truc, c'est que Justin Sun, alors, je savais pas que c'était lui, mais maintenant je le sais. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Mais en fait, il a aussi une plateforme d'échange. Donc en fait, il a quand même du pouvoir. Il a une plateforme d'échange qui s'appelle Poloniex. Et en fait, je connaissais Poloniex, j'ai même un compte dessus, mais je savais pas que c'était lui le fondateur de la plateforme d'échange. Et lui, en fait, vu que c'est une plateforme d'échange, bah, son travail, c'est de faire du volume. Donc du coup, là, dans le chat, on me dit « Oh non, pas lui, Wenzik, t'as totalement raison. » Et quand lui, en général, il touche à quelque chose, faut faire gaffe, ok ? Donc là, peu importe, on fait pas le jugement. On avait dit la vision manichéenne des choses, du bien et du mal, c'est pas pour nous. Nous, juste, on regarde ce qui peut se passer, ce qui va se passer, et on fait en fonction de ce qui se passe. Donc Justin Sun, il dit « Je soutiens le hard fork. » Okay, donc le hard fork, c'est ce qu'il y a en vert. Hein. C'est l'Ethereum actuel, là, l'ancien Ethereum, qui va continuer et qui veut que ça continue comme ça. Donc vu qu'on a la première condition des gros mineurs qui veulent miner et de l'exchange qui veut lister, de toute façon ça va continuer. Sauf, je dis bien sauf, parce que là on se dirige là-dessus avec une probabilité d'occurrence très importante, puisqu'ils ont dit à l'oral, à la télé et tout. Donc logiquement, ils vont le faire, mais attention, ils peuvent changer d'avis. J'y crois pas trop à ça, mais à mon avis, moi, ça va faire comme ça, comme avant. Donc comme le TC, avec l'Ethereum classique qu'on a connu en 2016. Alors en 2016, comme je vous disais, avant le live, moi, j'avais pas pu entre guillemets en profiter parce que j'avais pas les connaissances qui étaient assez pointues pour pouvoir tirer parti du truc, et je pouvais juste observer. Par contre, et j'ai moins de souvenirs parce que je suis arrivé à peu près à cette période-là. Par contre, avec le BTC et le Bitcoin Cash, là, je me souviens bien mieux. Du coup, je me souviens même de comment avait bougé le prix. Ça m'avait marqué. Donc, je vais vous en parler. Donc, lui, il veut lister. Ok ? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que lui, alors non seulement il veut, oui, voilà, c'est ça. Lui, non seulement il veut lister, mais il a aussi des intérêts. Donc, il a l'intérêt du volume, mais il n'a pas que ça. Il a aussi l'intérêt que, lisez bien ce qu'il y a écrit. Alors, je vous mets son tweet. Nous avons actuellement plus de 1 million d'Ethereum. Donc, il a 1 million d'ETH. De mémoire, je crois que des ETH, il y en a 100 millions, je crois, en circulation. Je vais aller vérifier. Il me semble qu'il y en a 120 millions. Il y en a 120 millions en circulation. Donc, il possède presque 1% de la blockchain, des jetons qui sont en circulation. Et lui, à mon avis, il les a pas bloqués. Ces jetons, il est malin. Quand on est malin, on bloque pas les jetons, en réalité. Ou alors, on les bloque, mais pas pour longtemps. Okay, donc, le truc, c'est que nous en avons actuellement plus de 1 million d'ETH. Donc, lui, il a beaucoup d'ETH. Okay, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, il dit, si le hard fork Ethereum réussit, c'est-à-dire que, on revient à la première condition, si Chandler, il réussit à forker, et il a dit, j'ai forké Ethereum une fois, je le reforkerai encore. Donc s'il a réussi une fois, il est en mesure de réussir une deuxième fois. On va voir s'il va réussir. Il dit donc dans ce cas-là, si ça réussit, je ferai un don à ETHW, donc à la communauté Ethereum ou Proof of Work et aux développeurs pour construire cet écosystème. Entre guillemets, comme à l'époque avec l'Ethereum classique. Donc en gros, on aura 2 communautés de développeurs, etc. Mais on sait bien que la majeure partie, tout le monde va partir sur le Ethereum post-merge, c'est une évidence. C'est juste que avec Justin Sun, on va juste retenir la première phrase. Parce que tout le reste, c'est du marketing. Mais par contre, la première phrase, c'est pas du marketing, c'est des faits. Nous avons actuellement plus de 1 million d'ETH. Donc on a des mineurs qui ont une grosse puissance de calcul, et on a un gars qui a beaucoup de jetons et qui veut en profiter. En gros, la réalité, c'est ça. Ça veut dire que les deux acteurs-là, ils ont un intérêt financier. Il n'y a pas forcément d'intérêt dans le développement de la décentralisation, dans le développement de la blockchain, dans le développement de nouvelles technologies. Mais par contre, il y a une motivation financière. La réalité, c'est les faits, hein, mais la réalité, c'est ça. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Vitalik Buterin, il a commenté tout ça. Et, il a dit, donc Vitalik Buterin, il a dit, je vais vous le dire, il a dit, donc il était à un événement à Séoul hein, ce week-end, il a déclaré « Je ne m'attends pas à ce que Ethereum soit gravement endommagé par un autre fork ». Alors, est-ce qu'il parle d'un point de vue financier ?
c'est-à-dire d'un point de vue de la valorisation des jetons, ou est-ce qu'il parle d'un point de vue technique? C'est tout l'enjeu, ce serait de savoir ça. Mais là, du coup, c'est ça en général, les grandes annonces, faut décortiquer, c'est pas évident. On me demande s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay. Le truc, c'est que c'est une whale. Bien sûr, c'est une whale just in sum. Motivation spéculative. Et exactement, Pakun, ça va dumper un max les ETHW pour des ETHS. Et ben justement, je sais, mais ça, c'est la stratégie que je vais expliquer à la fin. Il est tout seul. Alors, crypto maximaliste, il est tout seul. Je veux dire, les mineurs. Donc, 1%, ça suffira pas à maintenir le prix du merge. C'est-à-dire ETHS de Vitalik. En plus, si il airdrop avec du ETHW, ça va dumper au final, il ne faut pas rester sur ETHW. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord avec vous, je vous parlerai des idées de stratégie après. J'ai prévu de vous parler de tout ça, de comment ça pourrait se passer et tout. Et du coup, donc là, Vitalik Buterin y répond, il dit voilà, je pense qu'Ethereum classique a déjà une communauté supérieure. Bah, ça, c'est vrai, mais par contre, ça, on pourra le savoir qu'une fois que le hard fork aura vraiment eu lieu. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et un produit supérieur pour les personnes ayant en quelque sorte ses valeurs et préférences de preuve de travail. A-t-il déclaré, presque tout le monde dans l'écosystème Ethereum est favorable au passage à la validation de preuves de participation et est assez unifié. Donc ça, je pense que là-dessus, c'est vrai, c'est la réalité, il a raison. Tous les gros acteurs veulent aller sur l'Ethereum post-merge. En fait, lui... Mais attention, Vitalik Buterin aussi, il a un intérêt. Et il a un intérêt financier aussi. Puisque lui, c'est son travail de faire ça. Donc si tout le monde, lui, si son travail post-merge, si tout le monde se tire sur le blockchain, lui, il sert à rien, Vitalik Buterin. Donc il a aussi un truc à jouer, il a aussi... un peu peur, j'imagine, mais il risque pas grand-chose en réalité. Mais c'est important de noter que lui aussi, il a des intérêts. Donc le truc, c'est que aujourd'hui, tout le monde est favorable, je pense qu'il a raison, voilà. Enfin, on voit bien, tout le monde veut aller sur le vrai ETH, mais par contre, il y a des personnes qui ont des intérêts financiers à maintenir un ETHW. Et ça peut engendrer des risques. Les risques, j'en parle après. Donc là, comme je vous le disais, Poloniex a déjà... alors, je vais vous le montrer, mais en fait, en réalité, c'est déjà listé. Ils ont déjà listé, avant même que ça soit sorti. Je vous le montre dans la fenêtre juste après. Et en fait, et c'est là que c'est intéressant, Vitalik Buterin l'a dit, j'espère que quoi qu'il arrive, les gens ne vont pas perdre d'argent. Et ça, je doute que ça arrive. Il y aura des gens qui vont perdre de l'argent. Et il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent. J'ai dit ça en rigolant, c'est pas drôle, c'est même un peu un rire nerveux, mais il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent avec ça. Donc c'est pour ça que je veux vous en parler et que je devais pas faire de vidéo avant le mois de septembre, mais c'est très important, je veux vous en parler. Quelques étrangers ont essentiellement des échanges et veulent surtout gagner de l'argent rapidement. Ça, c'est la déclaration de Vitalik Buterin. Il dit « Je ne m'attends donc pas à ce qu'il y ait une adoption substantielle à long terme. J'espère que quoi qu'il arrive, et il redit une deuxième fois, j'espère que quoi qu'il arrive, les gens ne perdront pas d'argent. » Alors, je ne sais pas si c'est l'article où ils ont fait un copier-coller 2 fois du truc ou s'il l'a dit 2 fois, mais en tout cas, j'espère qu'ils ne perdront pas d'argent. Et j'avais lu aussi qu'il avait déclaré que ça va éclabousser. Il y aura des éclaboussures qui vont arriver s'il y a un hard fork. Il avait dit ça aussi, Vitalik Buterin, lors de la même interview. Donc le truc, c'est que on se dirige vers un hard fork. Ça vient gros comme une maison, on se dirige là-dessus. Que ça soit bien ou mal, vous ferez vos appréciations, vous me direz dans les commentaires si vous voulez, si c'est bien ou pas bien, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ça va se passer. Donc après, suite à la déclaration de Vitalik Buterin, il a répondu, Justinson. Parce qu'en fait, il parle des gens qui ont une plateforme d'échange et qui veulent gagner de l'argent. Donc lui, il se sent visé et répond. Il dit, je suis pas sûr que Vitalik Buterin a vraiment dit ça. Bah écoutez, c'est écrit. Je dois préciser que Poloniex prend en charge ETH Hard Fork, donc c'est le Hard Fork, uniquement pour le bien commun, pour le bien public. Okay, il fait ça pour vos beaux yeux et non à but lucratif. Poloniex ne facture aucun frais pour le trading ETHS, ETHW. Donc voilà. Donc maintenant, vous savez ce qui est en train de se passer. Je vous montre sur Poloniex que c'est déjà listé. Donc le ETHW vaut $95 et l'ETHS
donc alors on va l'écrire ETHW, et le ETHS, lui, il vaut 1600$. Et 1600$, c'est avec une décote. Parce qu'en fait, il n'est pas encore édité. Donc les gens, ils achètent pas, c'est normal, il y a un unpeg entre les deux. Si c'est bien ça la valeur de l'ETH, pendant que je parle, c'est bien ça. Et donc du coup, si on regarde, on a le ETH qui lui est à 1700. Il est à 1700, mais le ETHS, il est à 1600. Et on a le ETHW, il est à quasiment 100. Donc en fait, notez bien un truc. Et ça, maintenant, là, je vous parle de mon expérience. Je me souviens de comment ça s'est passé, le BTC et le Bitcoin Cash lors du hard fork, je m'en souviens très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des grosses volatilités. Le moment où il y a eu le hard fork, il y a eu des grosses variations de prix, donc volatilité très élevée. Donc risque de prix, vous voyez les mèches de ouf déjà qui... dans la même journée, alors le graphique il est en 15 minutes, donc dans la même journée, on passe de 95 à 200, donc il y aura des volatilités impressionnantes. Là en même temps, il n'y a pas beaucoup de volume, je pense. Je me souviens comment ça s'est passé, c'est-à-dire que le truc c'est que si vous aviez du BTC, on vous donnait le même nombre de BTC, c'est normal, c'est un fork, ok? C'est-à-dire que la blockchain, l'état que vous avez sur la blockchain, il continue, donc en fait, vu qu'il continue, vos actifs, vous les avez toujours. Mais vu que les actifs, vous les avez toujours, mais qui valent beaucoup moins, vu que ce n'est pas le vrai ETH, ils ne vaudront pas le prix d'un ETH, ils vaudront beaucoup moins. Et là, je vous parle de mon expérience. À l'époque, je m'en souviens, je pense, si ma mémoire est bonne, il y avait un ratio de 1 pour 10. C'est-à-dire de 0,1, de 10%. C'est-à-dire que le prix du BTC, du BCH, valait 10% du BTC. Donc ça veut dire que le prix de l'ET, et je pense que l'Ethereum classique c'était à peu près la même chose. Et du coup, là si on regarde, en fait le prix de l'ETHW, il vaut aussi 10% du prix du ETHS, à peu près. Alors on va regarder, ETHS, on avait dit 1600, ça veut dire qu'il faudrait qu'il vaille 160 pour valoir 10%. Donc il vaut un peu moins de 10%. Donc en fait, le truc, c'est que c'est ce qui s'était passé. Et ce qui s'était passé pendant les gros hard forks, c'est que globalement, le prix avait baissé. C'est-à-dire que en fait, quand vous aviez la somme des deux jetons, à la fin, vous aviez à peu près le même prix, mais vous n'aviez pas à gagner d'argent en dollars. Attention, on parle en dollars. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2017, quand vous aviez eu le BTC et vous aviez le BCH, le même montant, hein, si vous aviez 10 BTC, bah, vous aviez 10 BCH. Si vous avez un BTC, bah vous aviez aussi un BCH. Et là, ça va être pareil. Si vous avez 10 ETH, bah vous aurez 10 ETHW. Et du coup, le truc, c'est que la valeur en dollars, en fait, ça équivalait l'ancien prix. Ça veut dire qu'en fait, le prix de l'ETH, enfin là, potentiellement, si on réplique le même scénario, mais c'est pas forcément ce qui va se passer, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais si je vous parle du passé, pour de vous donner un angle de vue d'expérience de ce qui s'était passé, bah en fait le total des deux valait le prix valait le prix de l'actif natif, si vous voulez. Donc ça veut dire que si on additionne, s'il se passe la même chose le jour du merge, ça veut dire que l'ETHW plus l'ETHS, donc le nouveau ETH, bah, ça veut dire que l'ETHS il va baisser, enfin techniquement, hein, si on se réplique la même chose, et on parle juste de prix, pas d'évolution, on parle pas de technologie, on parle juste de prix. En fait, il avait eu le même prix, c'est-à-dire que l'addition des deux valait le même prix, donc en fait, on avait pris une décote d'environ 10%. Et pendant la séance, c'était extrêmement volatile, il y avait des écarts de prix incroyables et tout. Donc, si vous êtes trader et que vous exploitez certaines choses et tout, allez-y, faites-vous plaisir. Mais si vous êtes débutant, il vaut mieux éviter de toucher à ça parce que c'est le meilleur moyen de se faire rect. Donc, en fait, le truc, c'est que j'arrive au bout de ma démonstration parce qu'après, je vais vous expliquer, le risque, comment on fait pour, si vous voulez le faire, comment on fait pour obtenir le truc et tout. Donc, mais je finis juste ma démonstration et puis après, on passe au cas pratique, si on peut dire. Il y a un site c'est Ethereum POW, et en fait le site c'est lui qui l'a fait là, Chandler Guo, parce que je pense que c'est lui qui l'a fait parce que dans sa bio il y a le site. Et du coup dedans, si ce qu'il a fait c'est vrai, et je pense que c'est pas un menteur, hein,
il est connu et tout, je pense pas que ça soit un mytho, mais si ce qu'il a fait c'est vrai, ça veut dire qu'il a déjà la communauté, les contributeurs suivants. Ça veut dire que en fait tous les échanges ils vont vouloir lister et je vous dirai juste un truc. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec le Luna. Fork, hard fork, Luna. Donc Luna classique, Luna nouveau, Luna 2, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça veut dire que on a vu ce qui s'était passé, les échanges ont listé ultra rapidement et ils ont fait du volume. Ils ont gagné beaucoup d'argent, Binance a listé direct, même CZ qui fait du CZ, a essayé de faire ses petits commentaires et tout pour essayer de faire monter la sauce et tout. Donc en fait le truc c'est que si ce qu'il dit c'est vrai, on a tous ces acteurs là qui sont derrière. Attention, il y a des acteurs, par exemple Antpool, et même parfois Binance, ils sont parfois un peu scrupuleux. Là, c'est des trucs peut-être que je le couperai au montage, ce commentaire là, mais voilà, je veux dire si c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a tous les échanges qui sont prêts et les mineurs veulent miner. Donc on se dirige vraiment dans le scénario où ça va se passer comme ça. Bien qu'ils peuvent changer d'avis. D'ici le 19, ils peuvent tout à fait changer d'avis. Donc maintenant, je veux vous parler de la pratique. Parce que maintenant, vous avez la théorie, le fork, le hard fork. Qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qui est derrière, pourquoi ils sont derrière. Logiquement, vous voyez mieux les choses. Parce qu'en fait, quand j'en parlais, étonnamment, je suis un peu le seul à parler de ça. Alors que le truc, il vient et que c'est un événement énorme, quoi. Donc du coup, maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment anticiper un peu le truc en fonction de chacun. Je peux pas vous dire s'il faut acheter ou vendre, bien sûr. Il y a en fait, ce que je veux vous dire qui est très important en préambule, avant de vous parler des différents scénarios et tout, il y a des gars qui perdent des milliards de dollars dans les forks. Et je dis bien des milliards. Et je peux vous donner un nom. Je l'avais noté. Il y a un nom d'un gars, moi je me souviens jamais, mais à l'époque, il voulait tenter de manipuler le truc et tout, un peu comme Justin Sun, et il y a laissé des plumes, et il avait perdu 1 milliard. Et il s'appelle Jihan Wu. Je vous le note à l'écran. Jihan Wu. Vous faites ça. Et vous faites des recherches sur lui et vous verrez que en fait, c'est le créateur de Bitmain. Bitmain, c'est les vendeurs de machines de minage. ASICS. C'est eux qui sont à l'origine des ASICS, qui ont créé les machines pour miner du BTC, de l'ETH de manière rentable et tout ça. Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est on arrive dans un truc qui est entre expérimenté. Donc derrière, on a les gros mineurs, on a les grosses personnes qui veulent... qui ont des gros sous et qui ont des milliards, et du coup on se dirige dans un truc qui est tenu, et non seulement ils ont l'expérience, mais ils ont les moyens de pouvoir faire mieux que nous. Donc c'est pas le moment non plus de jouer toutes ses économies de toute sa vie sur un truc comme ça. Et en tout cas, je vous remercie, je suis dispo sur Twitter, lien aussi. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les, c'est le moment, et de toute façon, je vous rappelle, c'est le 19 septembre, on se calme, on a le temps, mais au moins on voit les choses arriver, et j'espère que je vous ai fait un peu ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer, et je suis content si ça permet au moins de vous y préparer. Merci à tous, bisous, ciao.